Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aussi nombreux à ce webinaire sur les ransomware. Donc on vous montrera comment la sauvegarde sécurisée est votre dernière ligne de défense. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Bruno Bernat donc, de chez Vim et Stéphane Baudry, un, un spécialiste cybersécurité et backup chez Comsoft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou alors vous avez un onglet questions et on y répondra à la fin. Je vous mettrai aussi un lien pour prendre rendez-vous directement avec Stéphane euh, lors du webinaire. Voilà, je laisse Stéphane et Bruno se présenter. Merci. Bonjour tout le monde, enchanté. Voilà, je Oui, vais bonjour. juste couper ma caméra. Bonjour à toutes et à tous. Ça marche. Hop, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Stéphane Baudry, avant-vente backup et sécurité au sein de l'entité Bechley Comsoft. Et on est accompagné donc de Bruno Bernat, qui est notre channel manager chez Vim. Voilà, donc il est 11 heures. Donc, pendant une petite heure, nous allons vous parler de ransomware et de sauvegarde sécurisée. La session est enregistrée, bien évidemment, donc n'hésitez pas à nous poser des questions à la fin. Nous prendrons le temps d'y répondre et si on n'a pas le temps, on a la possibilité de vous répondre éventuellement par mail par la suite. Est-ce que vous nous Donc, entendez vous recevrez bien? un lien à la suite de la. Pardon. Est-ce que tout le monde nous entend? Au cas où je demande, Stéphane. Ouais, bien Ouais, sûr. ça, J'entends qu'il y a des personnes qui disent on oui. tente Ah, bien. j'ai un Yes. oui déjà. Bon, si j'ai un oui, j'ai deux oui, trois oui, c'est que c'est bon. On peut y aller. Vas-y Stéphane, excuse-moi. Ça marche. D'accord. Donc, avant de commencer, donc quelques mots sur le groupe Bechley Comsoft, car nous sommes référencés et reconnus comme le principal revendeur de solutions Vim en Europe, voire au niveau mondial. Avec comme accréditation Value Added Reseller Gold. Voilà, donc cela se traduit par un accompagnement global sur l'offre Vim, que ce soit au niveau licensing, sur la connaissance des produits, des besoins techniques éventuellement. Donc on a un accès privilégié à l'éditeur, allié à une réactivité forte, ce qui nous permet de répondre dans des délais très courts à toute demande de nos clients autour des solutions Vim. Donc le thème du jour, comme vous le voyez à l'écran, comment protéger ces données à travers une solution de sauvegarde. Donc dans ce webinaire, nous vous ferons découvrir comment atteindre des objectifs suivants grâce aux solutions Vim. Donc la flexibilité, une flexibilité de conception se traduisant par des coûts opérationnels réduits, une visibilité accrue grâce à la détection, la supervision et les alertes, la mobilité des données, pour établir l'exploitation pendant l'investigation, donc c'est un point important aussi, et une restauration rapide et fiable, et plus encore. Voilà un petit peu le thème aujourd'hui. Alors, nous sommes nombreux, donc je vous propose de commencer tout de suite, et je vais laisser la main à mon collègue Bruno Bernat. Merci. Tu m'entends très bien? Tu m'entends bien Stéphane? Parfaitement. Bon, parfait. Impeccable. Écoute, merci. Donc voilà, donc bah écoutez Bruno, voilà, donc Stéphane m'a déjà présenté. Sur le ransomware, alors on va effectivement parler aussi technique, hein, ne vous en faites pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des 100% des puristes infrastructure ici présents aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez du Vim. J'ai pas regardé tout le monde là qui est présent en ce moment. On va d'abord parler de la thématique et processus. Donc déjà, on va parler de manière générale. On est sur quelque chose, on dit, est-ce que cela ne m'arrivera jamais? Pourquoi cela ne m'arrivera jamais? Parce que je ne fais pas partie du secteur sur lequel je peux me faire attaquer. Par exemple, je sais pas, je suis une mairie. Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis une petite collectivité locale. Je n'ai aujourd'hui aucun risque de me faire attaquer. Je n'intéresse personne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein, clairement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas d'un point de vue secteur d'activité ni zone géographique. Donc, ces deux cas-là sont écartés. Hein, donc, ne vous posez pas la question de si votre secteur va être attaqué. La seule question qu'il va falloir se poser aujourd'hui, c'est quand je peux être touché par un ransomware. Donc, ça, c'est très important cette année. Il faut réfléchir à ça et se dire quand est-ce que je peux être attaqué par un ransomware. Vous savez qu'aujourd'hui, les ransomware sont de plus en plus démocratisés cette année. Je vais vous redonner ce chiffre plusieurs fois. Sur 2021, on avait plus de 710% de croissance sur les ransomware. Donc ça, je vais vous le redire pendant plusieurs fois pour la presse pour jamais l'oublier. On sait que les attaquants, ils étaient plutôt à la recherche de données sensibles, comme tout ce qui était lié aux cartes de crédit et à certaines organisations. Donc ça, c'est assez important.
Mais aujourd'hui, c'est un peu plus large, ça va un peu plus loin. Et on peut se dire que, effectivement, selon la structure que j'ai, mes données n'ont pas forcément de valeur. Donc, vous pouvez vous dire que mes données, si on les attrape, si on les prend, elles n'auront pas de valeur, en tout cas pour la personne. Mais au moment où la personne va vous les dérober, ces données, c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte effectivement que la valeur en elle-même de la donnée, pour lui, n'est pas importante, pour la personne qui vient de vous extraire ces données, ne sont pas importantes, mais pour vous, elles le sont. Elles le sont très importantes, ces données. Et c'est sur ça que la personne malveillante va jouer pour vous faire payer une rançon afin que vous puissiez les récupérer. Donc, il y a deux différents types de coûts. Il y a le coût immédiat d'une attaque qui va être à prendre en compte. Donc, généralement, vous vous dites, tiens, moi, ma production, si elle ne tourne pas pendant, je dis n'importe quoi, une journée, je sais que si ma prod ne tourne pas pendant une journée ou que mes applications métiers ne tournent pas pendant une journée, je vais dire n'importe quoi, on va donner un chiffre comme ça me coûte 10 000 euros par jour. Voilà. Donc, sur une semaine, j'ai peut-être perdu 50 000 euros. Ça, c'est le premier point que vous pouvez mesurer. C'est assez facile à mesurer. Ça, c'est un coût direct. Maintenant, il y a un autre coût qui est moins mesurable, mais qui est, on va dire, un coût plutôt indirect. C'est aujourd'hui, vous avez des clients. Voilà, vous êtes une entreprise, je sais pas, vous êtes une entreprise d'assurance, par exemple. Vous avez des clients qui vous font confiance, des clients qui sont, on va dire, abonnés au système d'assurance. Donc, ils ont un contrat d'assurance, par exemple, chez vous. Comme moi, j'ai un contrat d'assurance pour une auto, une moto, etc., ou un contrat d'assurance habitation. J'ai effectivement un contrat chez eux, donc j'ai partagé mes données, donc mes adresses, mon numéro de téléphone, mes adresses personnelles. Donc, si par exemple mon entreprise dans laquelle j'ai passé un contrat, donc mon entreprise d'assurance se fait attaquer, j'ai une perte de confiance et donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux tourner le dos à cette entreprise-là et me tourner vers un autre partenaire ou tout au moins vers une autre solution de service. Donc, attention, hein, donc on a des coûts directs et des coûts indirects. Donc ça, c'est très important à mesurer. Donc, attention qu'aujourd'hui, il faut que les clients avec lesquels aujourd'hui vous travaillez aient aussi une confiance forte parce que vous avez un bon système aujourd'hui de sécurité et qui permettent aussi d'éviter de les envoyer vers d'autres concurrents. Alors, on a parlé tout à l'heure de effectivement, la taille de l'entreprise n'est pas importante. Alors là, tout à l'heure, on a parlé d'un exemple sur une petite mairie, une commune, peu importe. Aujourd'hui, les entreprises, pourquoi aujourd'hui même une petite entreprise peut se faire attaquer? Parce que tout le monde aujourd'hui fonctionne à travers de l'informatique. Alors, je pense que c'est très rare, à moins qu'on soit vraiment une TPE avec un métier bien particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, même la moindre TPE qui travaille a une informatique. On a une boîte mail, on a un PC, on a Internet. Donc, on est aujourd'hui vers une industrie 4.0. Donc, on est de plus en plus informatisé. On voit même dans le domaine médical, on est encore de plus en plus informatisé. On voit les applications qu'on utilise, hein, comme les applications qu'on utilise effectivement aujourd'hui pour prendre des rendez-vous sur Doctolib. Donc aujourd'hui, on est on est sur un socle où les entreprises, si elles n'ont pas de système d'information, on fait plus de business. Donc très clairement, aujourd'hui, pareil, même si vous êtes une petite structure, il va falloir penser aujourd'hui à se protéger des fameux ransomware. On va beaucoup parler, hein, on va essayer de tenir avec Stéphane jusqu'à 11h45, 11h50. Et après, vous posez des questions, vous voyez un slide, tiens, j'ai une question, vous la mettez dans le chat. Et tout à l'heure, on va bien sûr y répondre. Donc, autre point, notre sécurité. Alors, attendez, on va refaire un point sur le… Voilà, excusez-moi, je vais revenir après. On a la partie RAS. Alors moi, quand j'ai entendu la première fois l'acronyme RAS, hein, on connaît l'acronyme en français qui est rien à signaler, mais effectivement, celui-là n'a rien à voir, c'est RAAS. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, cet acronyme, c'est du Ransomware as a Service. On sait qu'aujourd'hui, il y a des attaques de plus en plus ciblées. Alors, le ransomware as a service, je ne connaissais pas. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Ce sont des kits que vous trouvez sur le dark web. En moyenne, les kits, ce sont des abonnements à 50 $. Et vous avez des clés, voilà, des clés, pour pouvoir avoir la possibilité d'attaquer qui vous voulez. Donc voilà, vous allez sur un dark web. Alors, je ne pourrais pas vous citer des dark web aujourd'hui que je connais, mais en tout cas, vous êtes sur le dark web et vous pouvez commander une clé de déchiffrement, ça va vous coûter 50 $ et c'est un kit de code avec du ransomware à l'intérieur. Donc, c'est très facile. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se démocratiser. Donc, on va parler d'une démocratisation très forte cette année sur le ransomware. Donc, ça, il ne va pas falloir l'oublier sur ces aspects-là. Notre sécurité est suffisante. Bon, ça, comme tout le monde, vous avez investi dans des solutions type, alors je pense que Stéphane connaît mieux que moi ces solutions-là, le XDR, donc ça je pense qu'il connaît mieux que moi, du SOC,
et voilà, qui sont des outils, on en parle beaucoup, hein, du XDR, poste de travail, ça j'ai beaucoup entendu parler des acteurs de la sécurité là-dessus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures que vous avez se démultiplient sur des multi-workloads. Vous avez des VM, vous avez du serveur physique, vous avez du NAS, vous avez du SaaS, vous avez du cloud. Donc, vous avez utilisé le cloud à travers du SaaS ou du PaaS ou du IaaS. Vous avez des containers et vous avez du DevOps. Donc, le fait qu'on soit multi-usage aujourd'hui fait qu'il faut que notre stratégie de sécurité soit globale. D'accord? Donc, ça, c'est très, très important. Il faut que notre stratégie de sécurité soit globale. Donc, on va être obligé de repenser la sécurité de manière globale. D'accord? Voilà. Autre point qui est assez important, le fait qu'on soit on-premise et cloud, on a parfois des politiques de sécurité qui sont différentes. On va en parler juste après. Cyberassurance. Je ne sais pas s'il y a des personnes aujourd'hui qui ont un contrat de cyberassurance. Si vous voulez mettre un message sur votre cyberassurance, nous, les dernières informations qu'on avait, c'est que on avait AXA et Generali qui ont décidé de plus couvrir les paiements des rançons dus aux attaques, donc dus aux attaques ransomware. Donc, il y a forcément des petites lignes à bien regarder si vous avez souscrit à des contrats de cyber assurance. Voilà, donc attention, même si vous avez un contrat de cyber assurance, ça ne garantit en rien la reconstruction et le fait de retrouver la totalité de vos données. Voilà, donc ça, faites très attention à cette partie-là. Si vous subissez une attaque, et faites attention aussi à votre contrat, si vous payez un contrat de cyberassurance, de bien lire les petites lignes de votre contrat. Donc, petite question. Je ne sais pas, Alexis, tu peux passer la question? Je vais te mettre la question. Alors, par contre, on voit dans ton écran, moi, je suis toujours figé sur la première slide. Ah, c'est beau. Super. Hop, donc je vais lancer la question. Vous avez un sondage qui va apparaître. Vous pouvez répondre directement dans l'outil. Ah oui, Avec votre solution de backup actuelle, pensez-vous que vos données sont protégées? Donc oui, non, ou peut-être que vous ne savez pas. Donc c'est en train de répondre, ça répond assez vite. Ah, c'est super. Il y a au moins 20% de votants. 30% de votants, 33%, 34, 38. Ça augmente. Ça va plus vite que les élections. On va attendre encore un petit peu. On voit que tout le monde est réactif, c'est bien. Encore quelques secondes pour les derniers retardataires. On a 71%, 72, ok. Bon, 80, on va voir un peu. Donc, alors, ouais, 75%. Je vais le fermer, on va partager les résultats. Alors, du coup, c'est très intéressant là. Donc, alors, ce que je vois là, c'est que, alors, ne t'embête pas, je le vois, on a 30-30-30. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on a 30% de oui, c'est-à-dire que les personnes aujourd'hui qui ont des solutions de backup en place ont mis un repository face à un ransomware, c'est-à-dire que vous avez sûrement mis quelque chose en place de verrouillé. Donc, je ne sais pas sous quelle forme vous l'avez mis. N'hésitez pas à mettre, hein, si vous avez, le but aujourd'hui, c'est de partager. Donc, si vous avez des solutions en place, tout à l'heure, je vais vous montrer les architectures, comment on va les faire. Ce sera très intéressant que vous nous disiez ce que vous avez fait pour vous protéger face au ransomware d'un point de vue backup. Donc là, j'ai 30% de non et 36% je ne sais pas. Donc, on va dire qu'on a 60%, on est 60-30. On a 60% dans lequel j'ai un non et je ne sais pas. Donc, c'est intéressant de savoir que j'ai une solution peut-être de backup, mais je ne sais pas si avec cette solution-là, je peux me prémunir des ransomware. Bah, écoutez, c'est parfait. Au moins, on a 60% de personnes qui se posent des questions aujourd'hui. Voilà, il y a des 30% qui savent et qui ont mis en place en tout cas les outils. C'est très intéressant. Alors, je passe au slide suivant. Alors, donc le nombre d'attaques, donc les probabilités vous sont-elles vraiment favorables? Alors, il y a une multiplicité des attaques. Est-ce que vous savez, alors on n'a pas posé la question en sondage, mais c'est pas grave, je pose aussi des questions. Est-ce que vous saviez en tout cas, vous pouvez mettre dans le chat, que la France était le 3e pays le plus touché au monde par les attaques informatiques? Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter. Je vous rappelle, hein, l'année dernière, plus de 700% de croissance sur les ransomware. Donc ça va être très important. Donc le vecteur, le point le plus facile à attaquer aujourd'hui, vous le savez tous, c'est la boîte mail. Hein. Il suffit qu'on envoie sur la boîte mail et on inonde les boîtes mail. Et vous savez que c'est un des moyens les plus faciles pour attaquer une infrastructure. Alors, quelques informations, ce ne sont pas les miennes, hein, ce sont des laboratoires. Là. Donc là, c'était Finbold, qui est un site d'information financière qui dit que d'ici la fin de cette année,
il y aura 220 millions en création, hein, 220 millions de nouveaux logiciels malveillants qui vont voir le jour cette année dans le monde. Ça veut dire que ça va représenter 600 000 nouveaux malwares tous les jours. Tous les jours, on aura 600 000 nouveaux malwares qui vont arriver sur les infrastructures, en tout cas en termes d'attaque. Donc, alors ça, c'est une moyenne, peut-être que c'est pas vrai. On dit que sur 6 attaques, il y en a 5 qui ont été bloquées, dont une qui peut passer. Ça, voilà, après, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Donc, il faut se dire que les attaquants vont être très actifs et ils auront un temps d'avance très, très important. Donc, on va rappeler qu'il nous faudra mettre en place un système de défense complète avec une sécurité complète et bien sûr un système de sauvegarde permettant d'être résilient face à une attaque. Alors, pourquoi aujourd'hui les ransomware sont-ils si efficaces? Tout simplement, c'est dû déjà à nous-mêmes, hein. On n'a peut-être pas mis en place les bons processus. Donc, les bons processus sur lesquels on échange ou nous, en tant qu'humains, on fait aussi, nous, des erreurs humaines, c'est tout à fait normal. Et peut-être qu'on n'a pas mis en place les bonnes politiques. Donc, différents points, hein, vous voyez sur le slide, il y a la lassitude. Alors, la lassitude, c'est lié à la fatigue des alertes. C'est-à-dire qu'on a tellement d'alertes sur différents types de consoles que des fois, on a tellement d'alertes qu'on est noyé dans ces alertes et que on n'a peut-être pas vu la fameuse alerte qui était une des plus importantes, tellement il y a des alertes et que les admins système en ont tellement que des fois, il se peut qu'on ait mal vu ce qui s'est passé. Voilà. Le manque de rigueur dans la gestion de tout ce qui est correctif manquant, il y a de nombreuses failles matérielles logicielles qui sont présentes depuis de nombreux mois et depuis de nombreuses années. Donc ça, on sait, l'actualité en parle. La faiblesse des mots de passe. Alors, la faiblesse des mots de passe. Ça, je pense qu'on a tous mis des mots de passe assez simples, prénom, nom de famille, date de naissance, de la famille, etc. Et j'en passe. On a chacun, je pense, des exemples de mots de passe assez faibles. Et ce qui est très important aussi dans ces aspects de mots de passe, c'est surtout qu'on ne les change pas. Et donc, c'est très important d'être capable de renouveler les mots de passe. Ça, c'est le premier point à mettre en œuvre. Renouveler les mots de passe le plus souvent possible. Et le deuxième point, c'est l'authentification forte. Voilà, Vim, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, on va faire du multifacteur authentification. Je sais que beaucoup de personnes font ça. Même nous, dans notre quotidien, pour même l'aspect bancaire, on a du multifacteur authentification. Voilà, donc l'authentification à deux facteurs va être aussi très important à mettre en place. Pas de segmentation réseau. L'absence de test et de lenteur restauration. Alors, bon, aujourd'hui, tout le monde fait de la sauvegarde. Beaucoup de solutions font de la sauvegarde. Donc, il faut rappeler qu'aujourd'hui, une solution de sauvegarde, c'est bien, mais qu'une solution de restauration, c'est mieux. Voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup d'échecs dans les restaurations aujourd'hui sur le marché de l'IT. Pourquoi il y a beaucoup d'échecs de restauration? C'est parce qu'en fait, on ne teste pas nos sauvegardes. Donc ça, c'est vraiment bête et méchant. Et aujourd'hui, Vim, effectivement, a des outils qui permettent de faire de la restauration granulaire. Pour ceux qui ont du Vim là aujourd'hui, je pense que vous avez tous fait de la restauration granulaire à travers les explorateurs de Vim et ça permet de restaurer très rapidement. L'erreur de configuration. Alors, c'est pas une erreur de configuration, c'est plutôt de la mauvaise configuration, c'est-à-dire que on va configurer les éléments réseau comme les switches ou les routeurs en émettant des configurations, des mots de passe par défaut. Voilà. Il faut personnaliser ces mots de passe et il faut personnaliser les configurations réseau. Voilà, ça c'est un autre schéma à suivre. Les stratégies incohérentes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit qu'on a des stratégies incohérentes parfois entre data center et le cloud. On se dit, ou des fois on oublie. J'ai une stratégie effectivement de sécurité dans mon data center. J'ai un service que je veux en mode SaaS ou un service que je veux en mode cloud ou quel que soit le service que je veux. Il faut que vous appliquiez la même politique de sécurité, que ce soit dans un data center ou dans un service cloud. Donc ça, c'est très, très important à suivre. Voilà, donc avoir la politique globale de sécurité. N'hésitez pas s'il y a des questions. Alors, je dirais c'est comme du sport. Le risque aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir récupérer ces données. Et donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est être prêt. Voilà, donc c'est être prêt en cas d'une attaque, être prêt, avoir un processus et un schéma dans lequel je dois être prêt pour pouvoir continuer à travailler. La vraie question d'avoir un ransomware, c'est d'être capable de continuer à travailler. Donc, il va falloir que vous sachiez travailler. C'est que vous dites, si je clique sur ce bouton-là, je sais que je peux envoyer une restauration sur tel bouton en envoyant sur tel endroit et je vais pouvoir gérer mon ransomware un peu plus tard, mais je sais que mon activité va continuer de travailler.
quelques informations qui ont été données par Sophos. Vous voyez, c'est pas, comme quoi, c'est pas nous qui donnons tous les rapports, mais là, c'est un rapport Sophos. Les rançons moyennes, donc c'est écrit, hein, donc 155 000 euros de moyenne. Le taux de moyen de perte de données, on est sur 35%. Donc, le coût total d'une attaque peut atteindre, globalement, une attaque, 1 700 000 $. Donc, il s'agit, comme je disais tout à l'heure, donc il y a des coûts indirects et des coûts indirects. Hein, donc, ça, c'est toujours pareil. Donc, attention, hein, quand on arrive sur ce type d'attaque très forte et qu'on n'a pas effectivement ce plan de préparation, en tout cas ce plan de récupération des données, ça peut effectivement coûter sur des petites structures. Des fois, ça peut coûter la vie d'une entreprise hein, d'avoir ce type d'attaque. Donc, autre point, hein, vous voyez que les extorsions vont se multiplier entre 2020 et 2021 puisque c'est dû à la forte croissance et à la démocratisation, je vais l'utiliser ce mot souvent, la démocratisation des ransomware et aussi donc au ransomware as a service. Voilà. Donc, très important, hein, donc les attaquants vont être très actifs cette année, donc faisons attention pour se prémunir et être prêts. Donc, pour conclure un petit peu sur ce que je viens de dire, les ransomware sont un désastre, c'est une catastrophe. Donc, très important aujourd'hui de noter, c'est d'être toujours prêt face au ransomware. Il y a ce qu'on appelait avant, alors pour ceux qui nous avaient suivis, on parlait souvent effectivement à l'époque des problématiques climatiques, donc des incendies, des inondations. Effectivement, ce sont des catastrophes. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas que les ransomware qui sont des catastrophes, il y a aussi l'aspect climatique qui peut être une catastrophe. Mais aujourd'hui, elles sont un peu plus minces que le ransomware. Voilà, on ne peut pas les écarter, c'est vrai. On se rappelle tous d'OVH, hein, donc je sais plus, c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, c'était 2021 ou 2020, quand il y a eu l'incendie sur OVH. Donc voilà, mais voilà, ne pas écarter l'aspect climatique, mais ne pas oublier que les ransomware vont être très importants. Alors, les solutions, effectivement, Vim va être une solution 100% software defined, c'est-à-dire que on est 100% logiciel, d'accord? Donc on dit souvent que nous on est simple, on est fiable et on est flexible. Hein, donc souvent c'était les clients qui disaient que Vim était simple. Hein, pour ceux qui ont utilisé Vim il y a quelques années, vous savez que vous pouviez télécharger Vim et faire des backups de quelques VM pour tester. Et c'est comme ça que Vim s'est démocratisé par sa facilité d'utilisation et sa facilité d'intégration. Donc, il faut que vous trouviez des solutions dites flexibles. Voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est pas une, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Que vous soyez une TPE, une entreprise moyenne, une PME, PMI ou une entreprise du CAC 40, c'est la même histoire. Il faut que vous trouviez le bon logiciel qui vous convient et qui soit flexible. Autre point, assurer de la visibilité. Il va falloir que vous ayez des solutions qui permettent de détecter les menaces sur vos données. Donc voilà, ça c'est un autre point qui est très important. La visibilité, ce sera la clé. Hein. Ce sera la clé pour suivre ce qui se passe en temps réel sur vos infrastructures. Très clairement, si vous avez la visibilité en temps réel, vous pouvez réagir d'une manière beaucoup plus rapide. Et si vous avez un problème technique, pareil, pour une sauvegarde ou une récupération impressionniste, vous êtes beaucoup plus réactif. Test et vérification, ça je vous en ai parlé. Tout le monde fait de la sauvegarde. Hein. Tout le monde fait de la sauvegarde. Mais si on ne vérifie pas nos sauvegardes ou si on ne vérifie pas nos réplications, il se peut qu'aujourd'hui, je sauvegarde des ransomware dormants. Ça, c'est quelque chose que voilà, j'en ai déjà discuté pour ceux qui m'ont déjà peut-être croisé lors de présentations webinaires avec Bechle-Comsoft, où j'avais effectivement parlé de ça. C'est-à-dire qu'on peut sauvegarder une VM, on peut faire des sauvegardes, mais on peut sauvegarder aussi ce qu'on appelle des ransomware dormants. Et donc là-dessus, nous, on a tout ce qui est lié aux tests et aux vérifications pour s'assurer que j'ai sauvegardé aujourd'hui dans mon support de sauvegarde soit bien protégé. Voilà. J'espère qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver. Donc, l'objectif de Vim, c'est d'être 100% logiciel, 100% hardware agnostique et d'offrir une solution avec une restauration rapide. Voilà. Et d'être le plus réactif face à un ransomware. Alors, pour la flexibilité, pourquoi on va vous allez dire, oui, c'est vrai que tout le monde dit on est flexible, tout le monde dit on est simple, etc. Ça a été un des messages d'ailleurs de Vim, Make it simple, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, qui était un de nos anciens messages. Ce qui est bien avec Vim, c'est que vous pouvez personnaliser vos infrastructures. Vous allez choisir le serveur que vous souhaitez, vous allez choisir le stockage
Et ensuite, vous allez choisir le repository que vous souhaitez, que ce soit un repository on-premise ou un repository cloud. Vous savez que Vim, on a une possibilité qui est assez grande puisqu'on a la capacité de faire du multi-hyperviseur, on a la capacité de faire du scale-out backup repository. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est faire des multi-couches de stockage. Donc, ça, c'est assez important. Pour les clients qui ont déjà une infrastructure en place, très clairement, on ne va pas leur dire jetez votre matériel et on repart sur une infrastructure à zéro. Pour rappel, Vim est 100% logiciel, mais on est 100% agnostique vis-à-vis du stockage, du serveur, mais aussi des hyperviseurs. On est sur des multi-hyperviseurs. Donc, bien sûr, si vous avez du stockage, on va se baser sur des serveurs qui sont déjà des serveurs qui sont déjà actifs chez vous, sur du stockage qui est déjà actif, et on va essayer d'implémenter Vim d'une manière intelligente pour pas que vous n'ayez à racheter des serveurs et du stockage en plus. Voilà. Donc, c'est une approche qui est multiple chez Vim et vous n'êtes pas bloqué. C'est-à-dire que le fait que nous, on soit 100% logiciel, on va vous faire acheter un pool de logiciels. Ce pool de logiciels, aujourd'hui, bon, pour ceux qui… Voilà, on a sorti une nouvelle pool de logiciels qui s'appelle on va venir, Stéphane en parlera sur les 2 derniers slides, les pools de logiciels universels. Le but, c'est que ce pool de logiciels, quelle que soit la façon dont vous voulez le migrer, c'est-à-dire que vous changez d'infrastructure d'un hyperviseur A à un hyperviseur B ou d'un cloud public ou un cloud privé, quelle que soit la façon dont vous voulez déplacer vos données, Vim va pouvoir suivre avec le même logiciel, avec le même outil qui est Vim Backup Application, suivre l'ensemble de vos données de production et bien sûr l'ensemble de vos sauvegardes. Donc, Vim, effectivement, est un outil de sauvegarde et on est là effectivement pour vous accompagner le plus longtemps possible sur l'ensemble de vos évolutions infrastructures. Alors, là, j'espère qu'il y a des personnes, donc ceux qui ont dit oui là tout à l'heure, c'est très intéressant, là, les 33% qui ont dit oui. Il y aura une autre question tout à l'heure. Ceux qui ont dit oui, s'ils ont envie de mettre un petit chat, là je vais vous présenter, ça c'est une des solutions qui est possible chez Vim pour la sauvegarde inaltérable. Alors oui, on va parler donc les mots, les 2 mots à retenir, c'est sauvegarde inaltérable et sauvegarde, on dit de sauvegarde immuabilité. Donc voilà, donc ça c'est l'immutability pour donc ce sont les 2 mots qu'on va entendre, l'immuabilité en français ou l'immutability en anglais ou l'inaltérabilité. C'est toujours très dur à prononcer. Ça, c'est une infrastructure dans laquelle on vous propose un schéma de protection de vos données. Pour ceux, est-ce que vous saviez que Vim proposait des repositories Linux? Donc, vous avez des repositories Linux, donc vous avez une liste de compatibilité Linux, on appelle ça du Hardened Repository Linux. Pour vous montrer juste rapidement s'il y en a qui ont pas encore déployé ou qui sont en train de déployer du Vim, je vous montre juste, je vais juste vous montrer rapidement. Chez Vim, vous avez une page dans laquelle en fait vous avez tout ce qui est lié au déploiement. Donc, si vous voulez déployer, c'est-à-dire que si vous êtes en repository Windows, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on n'avait que du repository Windows, pensez à faire du repository Linux. Si vous ne savez pas comment le déployer, c'est ici. Donc, en tout cas, il y a les 2 pages ici que vous avez si vous souhaitez déployer un repository Linux. Donc, ça, c'est un des schémas possibles pour faire de la sauvegarde inaltérable. Maintenant, on a d'autres solutions. On peut faire du repository S3. Vous savez qu'il y a des solutions S3 qui embarquent directement du chiffrement, donc la sauvegarde inaltérable, ou on peut aller vers du Amazon S3. Autre chose qu'on peut faire, on peut faire des règles, c'est-à-dire vous allez mettre des règles en place d'archives, c'est-à-dire vous pouvez dire je veux que mes données archivées entre tant de jours et tant de jours soient dans mon repository S3, et après je peux mettre une autre règle qui dit entre tant de jours et tant de jours, à partir d'une deuxième archive, aller le déposer dans un S3 glacier. Pourquoi on fait ça? Tout simplement, ceux qui connaissent, c'est d'un point de vue coût. Tout simplement, ce sont les coûts qui sont associés au stockage local ou au stockage cloud. Vous allez pouvoir choisir la façon dont vous voulez déplacer vos données tout en les gardant dans une sauvegarde inaltérable. Donc, la fonction chez nous, aujourd'hui, s'appelle l'object lock, pour ceux qui ne connaissaient pas le nom, elle s'appelle l'object lock. C'est ce qui permet d'avoir cette fameuse sauvegarde inaltérable. Voilà. Maintenant, ça, ce sont un premier niveau de solution. Maintenant, Vim a des solutions sur lesquelles on est compatible avec des solutions de stockage compatibles.
les solutions de stockage compatibles, on a la liste de compatibilité des environnements de storage, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des fabricants de stockage embarquent aussi nativement dans leur appliance. Ici, là, on voit à gauche appliance, que ce soit des appliances de dédupe ou des appliances hors déduplication, peu importe. Vous savez que ces partenaires de stockage aujourd'hui embarquent directement dans leur appliance aussi, également, de la sauvegarde inaltérable. Donc, vous pourriez très bien aussi utiliser une appliance d'un constructeur qui a effectivement une solution, on va dire, de repository inaltérable embarquée directement dans son appliance. Donc, les choix sont multiples, c'est vous qui décidez. S'il y a une personne qui a envie de dire, voilà, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un repository Linux et j'ai mis, moi, je sais que j'en parle encore, il y a des personnes qui vont avoir les cheveux qui s'hérissent, on parle encore de librairie, je sais que les personnes vont dire, ah, c'est à l'ancienne, la librairie, etc. Je suis désolé, mais la librairie, c'est quand même aussi une des solutions de la sauvegarde immuable et qui évite quand même de se faire attaquer pour protéger les données. Alors, quelle heure il est? Il est 11h30. Alors, petite question, Alexis. Alexis, tu es là? Yes, ouais, je suis là. Super. Alors, vous allez voir la question. Avez-vous mis en place une sauvegarde inaltérable dans votre architecture? Oui, non, je ne sais pas. Pareil, ça répond assez vite. Vous pouvez utiliser l'onglet sondage. Déjà la moitié de l'audience qui a répondu. Ouais. La question est un petit peu différente de tout à l'heure. C'est vraiment là lié sur la sauvegarde inaltérable. Alors oui, d'accord. Bon, on est au même nombre. Dès qu'on arrive à 80%, ce sera bon. Non, ok. Donc 40%, oui. Ok, dès qu'on arrive à 80% déjà, ça va nous faire une belle moyenne. 78%. Il reste encore quelques secondes. Oui, encore un petit peu. Parfait. Bon, ça ne bouge pas. On est à 78%. Je pense que bon, c'est parfait. Là, ça nous donne déjà un premier niveau de sondage. Alors, résultat du sondage. On a 41% des personnes qui ont mis une sauvegarde inaltérable. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. 39% non, ils n'ont pas mis de sauvegarde inaltérable. Ça tombe bien. Je vous ai présenté des solutions à travers Vim. Vous pouvez directement voir ce qui est possible de faire en mettant. Là, si vous voulez aller très vite, vous pouvez prendre directement reconfigurer vos repositories aujourd'hui. Windows et les passer en Linux si vous avez la possibilité d'avoir un serveur avec un Linux dessus. Voilà, non, je ne sais pas. Donc, j'ai 20% de je ne sais pas. Alors, peut-être que les 20% qui disent je ne sais pas, c'est parce qu'ils ont une solution de sauvegarde depuis un bon bout de temps et qui ne sont pas peut-être reposé la question. Je mets des suggestions, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à la fin du slide à poser un maximum de questions qu'on puisse échanger et donner vos exemples pour ceux qui ont déjà. Voilà. Là, pour le coup, je vais poser une question qui n'est pas en sondage. Voilà, vous êtes derrière votre écran. Pour ceux qui ont fait du Vim depuis longtemps, ce slide, vous l'avez vu. Donc, pour tous ceux qui ont déjà fait du Vim, ce slide a été présenté dans toutes les présentations Vim depuis son existence, le 3-2-1. Donc, le 3-2-1, je pense que tout le monde l'a vu. Alors là, il y a un petit nouveau, on va dire 1-0 qui est arrivé il y a un an ou deux. Voilà, mais 3-2-1, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est Vim qui a créé, entre guillemets, ce concept, cette règle du 3-2-1 pour respecter des pratiques de sécurité. L'objectif, c'est pas d'erreur et d'avoir la reconstruction complète de ces données. Alors, je vais parler d'une histoire qui m'est arrivée un jour avec un client. J'appelle le client et il me dit qu'il avait une infrastructure VMware ou Hyper-V, une infrastructure virtuelle. Et quand je commence à poser des questions, il me dit, le client, qu'il a fait une sauvegarde avec Vim. Enfin, qu'il voulait faire une sauvegarde avec. Enfin, il avait du Vim, bon, il avait une licence, il faisait la sauvegarde. Et quand je commence à rentrer dans la question et que je reparle du 3-2-1, parce que moi, quand je pose des questions, je ne présente pas forcément ce slide. Mais quand je pose des questions à un client et que je qualifie le besoin avec vous, en tout cas vous, les clients qui sont là, je vous demande comment vous faites votre sauvegarde. Donc, la sauvegarde, c'est du copier-coller. Comment vous gérez votre coller, c'est comment vous gérez les différents types de stockage et d'archivage. Et je vous pose des questions. Et en fait, quand j'ai posé des questions au client, je me suis aperçu que son environnement serveur de VMware qui tournait, il avait déployé la VM Vim dans une VM, donc c'est très bien, sauf qu'en fait, la sauvegarde de production, il faisait la sauvegarde sur le même environnement sur lequel tournaient les stockages de production. Donc en gros, je dis, écoutez, là, ça ne sert à rien. Votre serveur sur lequel il y a le stockage de production tombe, vous fermez la boutique. Très clairement, là, vous n'avez même pas de sauvegarde, en fait. Vous êtes en train, il m'expliquait qu'il avait du RAID, etc. Ok, très bien, le RAID, c'est très bien.
ça fait de la partition, ok, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que l'environnement de prod et l'environnement de sauvegarde et de stockage soient bien distincts et bien séparés. D'accord? Donc je répète la règle, 3 copies différentes de données sur 2 supports différents et une copie de nos données hors site. Alors, comme on avait dit avec Stéphane en discutant hier, ça, c'est le schéma parfait. La copie offline, je sais que ça fait pas plaisir, mais la librairie, c'est quand même une des meilleures solutions offline aujourd'hui pour avoir une sauvegarde inaltérable. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent plus de librairie, je peux comprendre, mais ça fait partie d'une des solutions pour avoir du offline. Voilà. Et bien sûr, l'aspect zéro, qui est le but d'avoir une reconstruction complète, parce qu'aujourd'hui, j'ai les outils qui me permettent de faire cette restauration, parce que je vérifie ce que je fais, je vérifie mes jobs de backup, je vérifie mes jobs de réplication, et je passe tout ça dans le laboratoire de Vim, on va en parler juste après, dans le laboratoire de Vim, où j'applique les règles au moins de stockage que j'ai vu juste avant, hein, de stockage de repository à travers un monde Linux qui est quand même extrêmement bien protégé. Donc, pour rappel, la fonctionnalité, hein, c'est Linux Harden Repository. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur la partie fiche technique, voilà, qui permet aujourd'hui, en tout cas, de se prémunir des ransomware. Je vois qu'il y a du chat aussi, Alexis, hein, donc on va bien sûr y répondre. Il est quelle heure là? Il est 11h30, 6. Bon, super, il nous reste encore 10 bonnes minutes. On va essayer de terminer entre 45 et 50. Donc, comme on le disait effectivement il y a quelques minutes, il est impossible, donc on va reparler de l'aspect visibilité, il est impossible de protéger ce qu'on ne voit pas. Donc, très important d'avoir des outils qui vous apportent un maximum de visibilité avec un maximum de reporting. Donc, nous, pour aller plus loin, on a du Vim1 dans lequel vous allez pouvoir avoir une solution qui va détecter des alertes. Alors, 2 possibilités. Soit c'est vous qui réglez les alertes que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire que vous allez personnaliser vos alertes, c'est-à-dire par exemple vous allez dire je sais que si ma VM elle consomme trop, et ben je sais que potentiellement je suis en train de me faire attaquer. Donc soit c'est vous qui faites des règles d'alerte, c'est dans un onglet qui s'appelle alerte tout simplement qui est dans Vim1. Vous allez créer vos propres règles d'alerte. Vous allez régler vos règles d'alerte dans Vim1 et dans ces cas-là vous allez pouvoir interagir directement. Généralement ce qui se passe quand une VM est en train de se faire attaquer et que vous avez la console Vim1, et ben vous allez pouvoir le détecter et le voir en temps réel. Ou, par exemple, une VM qui n'a pas assez d'espace, c'est assez bizarre. D'un coup, elle se met à surconsommer de l'espace et vous voyez que l'espace de stockage de la VM est surconsommé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, en tout cas, vous pouvez interagir grâce à ça. Ça, c'est le premier point sur Vim1. Donc, n'hésitez pas, après, si vous avez un qui ont du Vim1, si il y a d'autres choses que vous souhaitez avoir. Voilà. Autre point sur Vim1, c'est pas forcément dans ce slide. Il y a ce qu'on appelle du support proactif. Alors, ça, c'est autre chose. Ça vous permet d'interagir beaucoup plus rapidement si vous avez une problématique. C'est-à-dire que Vim1 a, si vous voulez, un ensemble de problématiques qui sont connues de chez Vim, hein, un ensemble de problématiques qui sont numérotées par des KB, des knowledge bases. Et ces knowledge bases sont directement connectés à Vim1. Et quand vous avez une problématique de support, Vim1 va se connecter automatiquement à notre support Vim et vous allez pouvoir avoir la solution immédiatement. Donc, vous allez pouvoir, en tout cas, interagir très rapidement. Ça va être un outil d'aide de support. Autre point que vous allez avoir aussi, c'est l'aide pour resizer les environnements de VM. Donc, ça, c'est aussi intéressant sur la partie Vim1. Mais n'oubliez pas qu'on va avoir quand même ce niveau d'alerte qui va vous aider en cas de problème et en cas d'attaque. Alexis, est-ce que tu es là? Yes, bien sûr. On va vous poser une autre question. Alors, votre solution backup actuelle, est-ce que vous avez des difficultés à détecter les attaques de ransomware en temps réel? Donc oui, non, je ne sais pas, ou alors vous n'êtes pas du tout concerné. Ça répond vite aussi. On va attendre un petit peu. Déjà plus de 30% de votants, 45%, 50%, 60%. On va vous laisser encore quelques secondes. Désolé, Alexis, j'ai l'impression qu'on a inversé la question. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Allez, je vais fermer le sondage et tu vas pouvoir commenter la question. Je vais te la masquer. Je vais te la montrer. Alors, du coup, ouais. Hop, voilà.
Parfait. Alors, du coup, effectivement, donc là, on a 49%, 35%, je ne sais pas, 13%, non. Donc, bon, vous êtes quand même plutôt bon, on va dire, vous êtes quand même la moitié à avoir en tout cas une solution qui permette de vérifier aujourd'hui, en tout cas, d'être capable de vérifier aujourd'hui les ransomware. Alors, Alexis, la question Ouais. était là, c'était celle-là, du coup. Avez-vous des difficultés à détecter les attaques ransomware? Donc, Alexis a posé la question, donc vous êtes 50%. Alors, je ne sais pas si c'était clair en tout cas pour vous, désolé, il y a la question qui est passée un peu trop tôt, mais en tout cas, voilà. En tout cas, on va revenir sur la question. Là, il y a 49% de personnes qui ont dit oui, donc qui ont peut-être des difficultés à détecter. Alors, donc rapidement, là, je viens déjà donc du coup d'en parler. Les 3 points, les 5 points qui vont être à retenir, c'est les alertes d'activité potentielle de ransomware, les alertes de taille de sauvegarde incrémentielle suspecte et les autres fonctionnalités de supervision que que j'ai pas encore assez détaillé, c'est tout ce qui est lié à la supervision des performances réseau, les créations d'alertes basées sur les indicateurs de performance spécifiques et les détections des VM non protégées. Vous avez aussi autre chose, c'est les VM qui ne servent plus à rien. Généralement, quand on installe des outils de supervision, il peut s'avérer qu'il y ait des VM qui ont été créés depuis très longtemps et qui ne servent à rien et qui mangent aussi de l'espace infrastructure. Donc, alors moi, je compare souvent notre outil d'alerte, donc notre outil de reporting, de sécurité qui s'appelle Vim1, souvent à vous aider comme un pilote, comme un GPS. C'est-à-dire que on a notre moteur qui est Vim Backup et Réplication qui va vous aider aujourd'hui à faire les jobs de backup, les jobs de réplication, les jobs de protection des données à travers différents types de fonctionnalités. Donc, généralement, nous, on fonctionne souvent au niveau hyperviseur, sans passer par des mécanismes d'agents, parce que vous savez que les anciennes technologies, on était obligé de déployer des agents dans les VM, donc des difficultés pour le déploiement et donc des infrastructures qui étaient beaucoup plus lourdes. Voilà, donc aujourd'hui, ça, c'est vraiment le moteur qui va vous aider à faire vos jobs de backup et de réplication. Maintenant, Vim1 va être là, un peu en mode GPS, c'est-à-dire vous conseiller, vous guider et vous donner les bonnes solutions. Donc, au-delà des alertes, on va aussi vous préconiser des solutions en temps réel afin d'être le plus réactif possible. Alors, du coup, dis-moi, Alexis, si tu as la question juste après. Je pense que c'est ça qui a eu le petit décalage, mais bon, c'est pas grave, on va pas la faire. On va la lancer comme ça au moins. Tu étais sur la. Ouais, je la lance comme ça. Est-ce que votre solution de backup actuelle vous permet-elle d'identifier l'état des données avant restauration? Comme ça, on va voir un petit peu. Voilà. Et après, je vais en parler juste après. Ça répond pareil, ça répond très très vite. Voilà. Actuelle permet-elle d'identifier l'état des données avant restauration? Ah, c'est marrant, j'ai beaucoup de je ne sais pas là. On va laisser encore quelques secondes. On va attendre les 78% à chaque fois. Je crois que c'est ça à peu près. Ouais, alors, 74%. Je pense que tout le monde a à peu près répondu. Donc, votre solution de backup actuelle, ouais, tu fermes. Ok, super, vas-y. Alors, résultat du sondage. 27% de personnes qui ont dit oui, que leur solution de sauvegarde leur permet d'identifier l'état des données avant restauration. 31% non et 42% je ne sais pas. Alors ce point-là, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Quand on sauvegarde une VM, on sauvegarde son enveloppe. Généralement, on va sauvegarder l'enveloppe de la machine. Et je vous ai dit que généralement, on peut aussi sauvegarder un ransomware sur le repository. Et ce qu'on fait, Vim, on a un mécanisme qui s'appelle le Secure Restore. C'est notre data labs à nous, c'est notre laboratoire. Et on va utiliser cette solution, le Secure Restore, pour cliquer sur la machine. Et plutôt que de la remettre en production, on va la tester, cette machine, dans ce laboratoire. On va faire une mise à jour, on va la tester avant de la remettre en production. Et on va la passer dans cette moulinette pour s'assurer, dans le Secure Restore, pour s'assurer que si je remonte ma machine dans ma prod, qu'elle n'ait pas reçu un ransomware un jour où j'ai fait une sauvegarde et j'ai pas pu la vérifier. Donc oui, on a cette solution-là. Il y a 42%, je ne sais pas. Alors peut-être que votre solution le fait, elle a ce moyen de vérification. Peut-être que vous n'avez pas, je n'ai jamais eu le temps d'en discuter avec votre éditeur de sécu ou votre éditeur de backup. 31% non. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, alors 31% non. Par exemple, ceux qui ont du Vim, par exemple, ils n'ont pas la bonne version, ils avaient une ancienne version Vim Backup standard. Vous pouvez faire évoluer votre version pour accéder à cette fameuse solution, donc du coup de vérification des données. Donc ça, c'est assez intéressant. 42%, je ne sais pas. Bon, du coup, Stéphane, tu as du travail, hein?
sais pas si tu m'entends, Stéphane, mais tu as 42% de je ne sais pas, donc ça va te faire pas mal de discussions après le Ouais, y a pas de souci. webinaire. Après le webinaire. Donc voilà, il est 11h45, je vais faire encore 4-5 minutes. D'ailleurs, je rebondis sur ça, Bruno, n'hésitez pas. Dans le chat, je vous ai mis un lien Ouais. pour prendre rendez-vous directement avec Stéphane. Donc n'hésitez pas à remplir le formulaire, comme ça, après, il vous recontacte derrière. Ouais, ça me Merci. permettra de vous présenter les bundles et les packages qui existent chez Vim. Voilà. Alors, donc les jobs de vérification, je vais aller un peu plus rapidement. Le job donc de vérification, on travaille donc à travers Sure Backup et Sure Replica, dans lequel vous allez pouvoir effectivement tester. Ensuite, on a ce qu'on appelle lors des attaques, lorsqu'on reçoit une attaque, l'objectif c'est de pouvoir continuer à travailler et à restaurer très rapidement. Premier point sur l'aspect restauration, on peut faire de la restauration en un clic à travers des explorateurs Exchange, des explorateurs SharePoint, des explorateurs SQL, des explorateurs Active Directory. Et il y en a encore quelques autres des explorateurs. Ces explorateurs aujourd'hui permettent de faire une restauration granulaire complète des applications. Aujourd'hui, ces explorateurs existent dans VBR, mais ils existent aussi dans Vim Backup pour Office 365. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez une infrastructure de messagerie on-prem et que vous basculez cette infrastructure de messagerie vers online, vous savez que Comsoft est un partenaire très actif sur Office 365, ces explorateurs, vous les avez dans VBR, mais aussi dans VBO. Donc ça permet de restaurer et d'être très réactif. L'objectif, c'est d'avoir un plan de reprise d'activité complète, donc un plan de réplication complète. Et donc, on fait aussi ce qu'on appelle, alors ça peut paraître bête, on s'appelle Vim Backup et réplication. Donc, on fait des jobs de backup et des jobs de réplication. Donc, on fait du failover plan. Je vais vous poser une question, il n'y a pas de sondage. Pour le coup, il n'y a pas de sondage. Est-ce que tout le monde connaît VDRO? Vous n'êtes pas obligé de répondre au sondage, il n'y a pas de sondage à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez tous VDRO? Donc, ça, c'est ma première question. Je vais passer 1 minute là-dessus. Pourquoi je vous en parle? Parce que VDRO, c'est une console de disaster recovery. Et ma question, alors je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, hop, ça ressemble à ça. Voilà à quoi ça ressemble. Généralement, ceux qui ont un plan de reprise d'activité font des tests une fois par an. Alors, j'espère vous allez me dire oui. En tout cas, vous êtes en train de me dire oui, on fait un test une fois par an de plan de reprise d'activité et vous le faites de manière manuelle. Voilà, donc vous éteignez les machines, vous éteignez le site A, vous faites un test sur le site B et vous relancez la machine. Et votre objectif, c'est d'atteindre les, je dis n'importe quoi, 25 minutes. Vous voulez que quand vous appuyez sur le bouton, quand vous remontez vos machines, vous ayez la capacité de remonter le plus rapidement possible. Vim a cette solution qui existe depuis longtemps. Alors, on l'a renommée 3 fois, Disaster Recovery, Vim Disaster Recovery Orchestrateur, Vim Disaster… Bon, bref, on l'a renommée 3 fois. On va dire c'est une solution qui s'appelle VDRO aujourd'hui, Vim Disaster Recovery Orchestration, qui va vous permettre de faire des tests de failover plan, mais des tests vraiment qui vont très loin, pour tester vos objectifs. C'est-à-dire que si vous avez des objectifs par applicatif, vous allez pouvoir tester en disant j'éteins la machine, je la redémarre, je veux un objectif de 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et vous allez voir si aujourd'hui, avec cet outil de test de plan de reprise d'activité pour pouvoir atteindre vos RPO et RTO, c'est très important pour les clients qui ont des objectifs, vous allez pouvoir tester toutes vos applications en redémarrage sur des plans de reprise d'activité à travers VDRO. En gros, c'est l'avancée, si vous voulez, de notre ancien Vim Backup et réplication. Donc, on fait des réplications de job. Mais ça, c'est vraiment l'outil, c'est vraiment le laboratoire complet de tests pour tester les plans d'orchestration. Voilà, il y a des liens sur le site de Vim si vous voulez voir la démo complète de VDRO. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le but. C'est juste de dire que quand on a aujourd'hui un ransomware, on a besoin de remonter très rapidement. Et on veut s'assurer qu'aujourd'hui, on peut remonter rapidement dans l'infrastructure à travers ce type d'outil. Hop, du coup, il est 11h49, il va falloir que j'arrête de parler. Très rapidement, il faut, dans cette stratégie d'attaque, généralement, ce que vous allez faire quand vous subissez une attaque, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez couper le réseau. D'accord? Vous allez couper le réseau. Donc, c'est ce qui va se passer. Votre data center va être inaccessible. Donc, votre stratégie aujourd'hui, c'est de savoir comment rester accessible le plus rapidement possible en ayant une stratégie de mobilité. D'accord? Donc, soit vous avez une stratégie de mobilité cloud, soit vous avez un plan de secours à travers un vrai disaster recovery que vous avez testé. Si vous avez testé ce disaster recovery, vous vous assurez que si votre prod se fait attaquer, que vous avez en tout cas la capacité de vous transporter vers un autre data center très rapidement pour pouvoir remonter un maximum d'informations et pouvoir travailler très rapidement. Vous savez que Vim est compatible aujourd'hui AWS, Azure et Google. Donc ça, c'est hyper important.
on est flexible. Hein. J'en ai rappelé, on parle souvent de flexibilité, mais on est vraiment flexible. Hein. On a ce qu'on appelle du P2V. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est physique to virtuel, du virtuel vers virtuel, c'est-à-dire qu'on peut changer d'hyperviseur si on le souhaite, du virtuel to cloud ou du cloud to cloud. Donc, on a des multiplicités donc on a des différents types de schémas sur lesquels vous pouvez appliquer afin d'assurer la continuité de service de vos applications et de vos machines de production. Hop. Les schémas de restauration, donc ça, voilà, il y a 91 schémas de restauration. On ne va pas tous les faire aujourd'hui. Généralement, vous devez utiliser, à mon avis, entre 2 ou 3 schémas de restauration pour restaurer vos données à travers Vim. Voilà, on a les explorateurs, on a Vim Backup Enterprise Manager. Voilà. On peut faire aussi de la restauration à travers nos compatibilités de baies de stockage sur les snapshots. Hein. Vous savez qu'on travaille aussi au niveau des snapshots de baies. Ça permet d'aller encore plus vite, ça évite de sursolliciter des fois les hyperviseurs. Voilà. Donc, pour conclure un peu, on va conclure sur les 3-4 derniers slides. Voilà, je vais dire, du coup, Stéphane, je vais te laisser juste rappeler les quelques règles qu'on a échangées aujourd'hui. Stéphane? Non. Oui, pardon. Excuse-moi. Vas-y. Non, c'est juste pour que tu rappelles le petit tableau, oui. Les deux, trois derniers slides. Alors, attends, parce que je suis un peu pris de court. C'est pas grave. Je suis plus pour rappel. Donc, les 3 points qu'il faut vous rappeler sur la sauvegarde, c'est qu'il faut que vous ayez une sauvegarde inaltérable, que vous puissiez vérifier vos sauvegardes à travers des jobs de vérification, respecter la règle du 3-2-1-1-0, voilà, et avoir des restaurations le plus rapide possible et avoir surtout un plan de secours très rapide. Voilà, un petit nouveau là qui vient d'arriver chez Vim, je ne sais pas si vous avez entendu l'actualité l'année dernière, c'est Kasten qui est notre solution pour les containers. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant. Et aujourd'hui, on a inclus un mécanisme de protection anti-ransomware qui est natif, donc qui est une solution nativement immuable pour la protection des données qui vont être déployées dans les containers. Voilà, donc ça, c'est les derniers petits points. Alors, quelle heure il est? Hop, il est 52. Alors, hop, j'avance un peu. On a ce sondage qui est notre sondage du coup pour le coup Vim, sur lequel on a eu 1700 clients qui ont répondu à ce sondage. Donc c'est un sondage qu'on a fait en Europe, hein, donc en IMIA. Donc ce qui est assez intéressant au final, c'est que plus on discute avec nous, éditeurs, partenaires et clients, plus on met en place les mécanismes de protection, plus on voit que les chiffres sont de plus en plus, je dirais, restreints, c'est-à-dire qu'on voit que ça s'améliore, c'est-à-dire qu'on voit que la perte de données est moindre, on voit que les temps d'arrêt sont de plus en plus courts, et on voit aujourd'hui que la perte de productivité est en train de se réduire. C'est-à-dire qu'on arrive quand même aujourd'hui à avoir des outils qui nous permettent d'atteindre des objectifs qui sont de plus en plus intéressants. Donc forcément, on va jamais, c'est pas un monde rose, hein, mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, à travers nos outils, qu'on a la capacité d'atteindre des objectifs très très bons. Voilà. Voilà, là on a fini. Donc si vous voulez vous renseigner sur Vim, on a un ransomware kit sur le site de Vim. N'hésitez pas, voilà, sur les vidéos aussi, si vous voulez avoir des vidéos sur des démos, vous allez sur le site de Vim. Du coup, voilà, excuse-moi Stéphane, voilà, du coup je te laisse finir là-dessus. Non, mais vas-y. Je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Non, donc, ouais. Après, sur la partie Vim1, par exemple, dont tu as parlé tout à l'heure, ça fait partie de package chez Vim. Donc, ça, n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous envoie de la documentation là-dessus. Et vous donnez, il y a quelques bundles. Donc, il y a Vim1 qui est intégré dans Vim Availability Suite, Vim Backup Essential également. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me solliciter, je vous enverrai les infos. Est-ce que vous avez des questions peut-être autour on a pas mal de questions. Alors, ouais. On va essayer d'y répondre. On va essayer. Attends. N'hésitez pas, hein, je vous ai mis un lien pour prendre rendez-vous. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont déjà fait. C'est dans le chat. Prendre rendez-vous avec Stéphane pour que vous puissiez discuter de tout ça.
Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de Alors, personnes le qui ont. chat, question. Alors, les questions de Ouais, Titi. dans Attends, je l'onglet clique parce que questions, ouais, il y en a beaucoup. Donc, bon, on va essayer d'en répondre au maximum, je pense. je les vois les N'hésitez questions, pas mais à moi entrer. je les vois pas. Ouais, je peux te les lire si tu veux. Je vais en prendre Vas-y, quelques-unes. je N'hésitez vais essayer pas au fil de l'eau à nous les envoyer. Donc, bon, il y a des questions. Oui, les slides, vous allez recevoir les slides avec les vidéos, il n'y a pas de souci. Quel est le lien entre le mot de passe et une attaque de ransomware? C'est une question de Stéphane. J'ai d'autres questions. Ouais, après, il n'y a pas de. Oui, je vois, oui, il n'y a pas forcément de lien, mais je veux dire que c'est plutôt des bonnes attitudes, enfin des bons processus à suivre. Ensuite, Est-ce que la restauration granulaire nous permet-elle de oui. nous rassurer en cas de restauration globale? Vous permettez de Question nous de David. rassurer en termes de restauration globale? Non, Ouais, attendez, peut-être que j'ai pas été clair. Attendez, on va y revenir. Attendez, je me permets, hein, du coup, quelle heure il est? Il est il est 11h56. 11h56, on a encore quelques minutes Alors, pour répète-moi la répondre aux question, questions. s'il te plaît, Alexis, que je suis bien sûr Est-ce d'avoir. que la restauration granulaire nous permet-elle de Oui. nous rassurer en cas de restauration globale? Alors, la, la restauration granulaire, effectivement, le but de la restauration granulaire, c'est de ne pas passer par une restauration globale, forcément. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas très bien compris la question. Si aujourd'hui, en fait, l'avantage de passer vers la restauration granulaire, c'est si vous voulez exporter des fichiers, les derniers fichiers que vous avez, vous allez restaurer le dernier point de fichier que vous avez. Donc, le but, c'est d'avoir un fichier qui soit extrêmement petit. D'accord? C'est un fichier qui soit extrêmement petit pour pouvoir restaurer rapidement. Si vous vous faites attaquer l'ensemble de l'infrastructure et qu'il faut tout remonter, forcément, si vous remontez toutes les machines une par une, on ne va pas forcément passer par une exploration. Là, le but, c'est de faire de la restauration de fichiers. Vous avez perdu des fichiers, vous êtes fait attaquer un fichier, etc. Au lieu de restaurer l'arborescence complète, c'est-à-dire redéployer le serveur complet ou l'ensemble des VM, on sait qu'on ne va pas redémarrer l'ensemble des VM. On va redémarrer que ce qu'on a besoin. Et donc, si on a la possibilité de travailler à travers l'explorateur, eh ben, je vais gagner un temps qui va être conséquent. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que l'inaltérabilité est disponible et à partir de quelle version Oui. est-elle disponible? Normalement, il y avait la première version en 10, mais maintenant, vous êtes tous en version 11 pour ceux qui ont du Vim. Ça, je pense que c'est une personne qui a du Vim. Vérifiez votre serveur VBR, vous vérifiez en quelle version il est, vous l'installez en V11, et quand vous allez créer votre repository, vous retournez dans votre job de backup, vous cliquez dessus, vous cliquez sur votre job de backup, vous vérifiez votre repository, en quoi il a installé, et normalement, si vous êtes en version 11, et ben, sur votre repository, vous le mettez en Linux, par exemple, au lieu de le mettre en Windows. Donc ça, c'est version 11. Donc là, c'est la dernière version de Vim qui est disponible dès maintenant. Voilà. Autre question. Est-ce qu'un repository Linux peut être proxy Vim? C'est une bonne question. J'ai un doute. J'ai un doute, mais je crois que c'est en discussion. Mais ça, c'est quelqu'un qui connaît très très bien Vim. Il me semble que Alors, du coup, est-ce que vous me permettez que cette question, je la garde? Est-ce que tu peux me donner le mail de cette personne, s'il te plaît, le contact qui a posé Ouais, cette on question? recontactera Parce David, il n'y a qu'il pas de me souci. semble que c'était la deuxième version qu'on devait avoir. Je vais pas, voilà. On devait effectivement avoir un proxy Linux. Effectivement, aujourd'hui, c'était que le repo qui était en Linux. Mais je crois que ce sera sur l'autre version. J'ai un petit doute, c'est une très très bonne question. Ça, c'est quelqu'un qui est très bien Vim. Mais je crois que c'était sur l'autre version. Donc, laissez-moi voir, s'il vous plaît, la question. Alexis va me la renvoyer. Il faut que je vérifie, s'il vous plaît. Alors, j'ai une autre question. Bonjour à tous, j'effectue mes sauvegardes de VM chiffrées de bout en bout par Vim BR et dont l'intégrité est vérifiée par Vim. Est-ce que cela me garantit l'inaltérabilité? Oui. Oui, bah, une partie en tout cas. Après, si les serveurs qui sont, alors c'est vrai qu'on va revenir encore là-dessus, si le serveur de repo effectivement est 100% Windows, ce serait bien d'avoir en tout cas un backup copy job ou un plan de reprise d'activité ailleurs. Ou, enfin voilà, c'est toujours pareil, c'est respect des 3.2.1.1.0. Mais oui, en tout cas, ça fait partie en premier lieu de la protection face au ransomware. Donc, si vous voulez, les best practices, je vous l'envoie. On a une question qui revient souvent. Ouais. On a une question qui revient souvent. Comment identifier un ransomware dormant? Ouais, plusieurs fois, on l'a eu. On ne l'identifie pas.
On peut pas l'identifier. En fait, c'est dans le Securestore, généralement dans notre Data Labs, la VM en fait va être scannée à travers un antivirus qui est inclus dans VBR. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va détecter s'il y a quelque chose de malveillant dans cette zone isolée. Et c'est là-dedans. Mais en fait, nous, on va pas vérifier au moment où je fais le copier-coller. C'est-à-dire qu'au moment où je vais faire la sauvegarde, ça, je ne le sais pas. C'est après que je vais le savoir dans le Data Labs que je peux le vérifier, en isolant la machine et en faisant le test. Si vous voulez, on pourra renvoyer je pourrais vous renvoyer une vidéo sur enfin, je pourrais, dans les liens que va vous renvoyer peut-être Alexis, on pourra envoyer un lien que sur le Securestore, si vous voulez. On peut envoyer, ouais. Ouais, parfait. Quelle heure il est? Midi. Allez, est-ce qu'on fait une dernière question? On peut faire une dernière question, ouais. Et toutes les après, autres on vous questions laisse. auxquelles on n'aura pas répondu, bien sûr, on reviendra vers vous, hein. Stéphane Ouais. reviendra vers vous. Je vais en prendre une. J'en ai une, on va en prendre une. Hop. Oui. Au moment de la restauration, si on détecte une Ouais. VM attaquée au moment de la restauration, j'imagine qu'on Ouais. doit repartir sur un état avant que la VM ait été détectée, Oui, encryption très très partielle. bonne réponse. Il y a la Comment, question et la réponse. voilà, comment fait-on pour restaurer le VM sans ransomware? Est-ce qu'il y a un Ouais, mécanisme de ouais, recherche? ouais. Bah, oui, c'est une très bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il a un peu répondu à la question. Il a un peu il a fait la réponse à la question en même temps. Généralement, on va prendre une version de la sauvegarde du fichier qui n'a pas été corrompue. Donc, vous allez remonter sur une ancienne version. Donc, peut-être qu'il y aura une perte, en tout cas. Il y aura une perte qui peut être un peu plus conséquente, mais je pense que vous allez prendre une dernière version sur laquelle le fichier ne sera pas corrompu. Voilà. Donc, voilà. C'est bon, du coup, Alexis? Ouais, Ou tu ouais. m'envoies les autres questions? On Ou il a y en a beaucoup une de autre que tu questions. veux? On reviendra vers vous Ouais. individuellement. Stéphane pourra envoyer un message. N'oubliez pas qu'il y a le lien pour prendre rendez-vous dans le chat. On vous enverra bien sûr la présentation, donc le replay en vidéo et la présentation sous format PDF. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, que ce soit au niveau technique sur Vim ou au niveau licensing, ou même si sur votre projet vous savez pas encore sur quelle solution partir. Donc merci d'avoir été aussi nombreux à être venus à ce webinaire, et on vous attend au prochain avec plaisir. Bonne journée à tous, merci. Et merci à Stéphane, merci Bruno. Un grand merci à tout le monde et puis Merci à vous. n'hésitez pas. Merci Passez une bonne beaucoup. journée. Excellente journée. Merci Alexis.